J'arrache des pages à de vieux livres qui ont déjà toute une histoire et je découpe les dos de livres à un certain format que je trouve harmonieux et qui me permettent de varier. En fait, il y a trois dimensions, mais ces dimensions, je les alterne, je les mélange. Comme ça donne cette impression que donnent les bibliothèques de vie, d'imagination, d'imaginaire. Ce côté irrégulier et un peu chantant des couleurs dans les bibliothèques. J'ai vécu très fort entourée de bibliothèques et c'est un monde que j'aime bien, dans lequel je trouve qu'on peut beaucoup exercer son imagination. La feuille d'or apparaît presque toujours dans les images et les écrits anciens. La feuille d'or a toujours été un symbole qui rend les manuscrits, les écrits plus précieux. Alors, comme je ne suis pas très expérimentée, en l'utilisant, j'ai découvert qu'on pouvait faire des feuilles d'or qui avaient peut-être un peu plus de vie en les posant mal, parce qu'au fond, je ne les pose pas comme il faudrait, c'est-à-dire parfaitement. Les images que j'ai collectées sont un peu apparemment éclectiques, elles ne sont pas très logiques, mais elles ont une sorte d'affinité naturelle. Et cela me permet des superpositions, des collages. Il y a des parties en feuilles d'or, en collage de feuilles d'or, pour que de loin cette bibliothèque miroite un peu. Et c'est au fond, je voudrais démontrer la naturelle affinité de beaucoup de choses qui sont des appareils scientifiques, des morceaux de nature, des animaux, des fleurs. En les mélangeant, j'essaye de donner une apparence de solidarité entre tous ces éléments. Ces éléments sont apparemment de nature très différente, mais elles ont en commun, elles me font signe d'une certaine façon. Quand je me promène dans la nature, ou même dans un endroit où l'on rejette de vieilles choses, de vieux tissus, de vieux objets, il y a de temps en temps des objets ou des éléments qui me font signe. J'ai comme l'impression qu'elles vont parler, que si je les prends avec moi, elles vont parler. Ensuite, ces parties-ci vont être tissées sur un petit cadre par éléments,
Et les éléments, je vais peut-être ce n'est pas définitif. Chaque élément va peut-être intervenir ailleurs. Ces éléments vont être alternés en fait. Ce qui m'intéresse dans ce travail, surtout, essentiellement, c'est que, d'une certaine façon, toutes les connaissances qui sont accumulées dans ces bibliothèques et ces livres ont leur existence propre, ont leur liberté. La connaissance est une chose magnifique, hein, mais je crois qu'elle aboutit toujours au mystère. Je me promène beaucoup dans mon jardin, ça c'est vrai. Les éléments d'arbres et de branches et tout ça. En fait, on utilise à ce moment-là un peu ce que les orientaux appellent la vision périphérique. On regarde sans intellectuellement se concentrer pour regarder. Mais les choses, tout à coup, apparaissent. Dieu sait pourquoi, elles vous font signe. On peut voir de façon concentrée, organisée. C'est un peu la vie des artistes, d'attirer ceux qui regardent dans cet univers, parce que je pense que c'est pour ça que c'est ce qui explique d'ailleurs, je pense, l'attrait énorme actuel vers des grandes expositions, parce que il est évident que les gens y trouvent un bonheur. Hein. Sinon, ils ne feraient pas la file pendant des heures pour entrer dans une exposition. Je prépare ce qui va servir au tissage. Voilà. J'ai maintenant une petite quantité de fil parce que je mets chaque fois 2 petits fils transversaux. J'ai une belle aiguille avec un grand chat. Voilà. Ça, c'est un petit travail qui se fait tout en douceur pour ne pas casser les fils qui sont assez fins. Surtout qu'après teinture, ils deviennent toujours un peu plus fragiles. Je passe l'aiguille d'un côté à l'autre, gentiment. C'est un petit travail qu'on peut faire tout en silence, tranquillement. Voilà. Dans le tissage classique, en fait, ce que j'utilise en papier est utilisé en textile. Ce qui m'a intéressé dans l'utilisation du papier, c'est qu'il me permettait d'avoir une beaucoup plus grande possibilité d'expression. Ici, j'utilise les pages d'un vieux livre
de famille qui a été conservé à travers les générations. Et comme c'était du papier de très belle qualité, il a pris une coloration avant la teinture qui était intéressante. J'emploie toujours du fil de lin parce qu'il ne se rétracte pas. Quand on coupe la chaîne, il ne diminue pas en volume. Et puis le lin prend des colorations tout à fait intéressantes. C'est une façon de tisser tout à fait classique et primitive, mais ce qui m'intéresse dans ce tissage, c'est qu'il me permet de voiler un peu l'ensemble du travail. Il lui donne un air un peu mystérieux, un peu caché. On a les mains occupées, mais on peut écouter le silence en même temps. On peut, ça occasionne plutôt la concentration, la contemplation. On devient un peu contemplatif, tout en restant bien accroché à la matière. On touche avec ses mains toujours de la matière. J'ai beaucoup vécu avec des archéologues et dans des fouilles. Et il est évident que la démarche que j'ai entreprise avec le papier s'apparente un peu aux inscriptions, aux pierres érodées par le temps qu'on trouve dans les sites archéologiques. J'ai gardé une grande amitié pour les pierres gravées et qui relatent une histoire qu'on perçoit parfois mal, mais qui a quelque chose de très vivant. J'ai appris toute seule. J'ai fait différents essais, mais le papier est en fait quelque chose de très collaborant, parce que j'ai jamais eu tout ce qui est teinture, collage. C'est un matériau qui se manipule très très facilement. J'ai aussi souvent utilisé pour ça, ici ce sont de vieux livres, mais j'ai souvent utilisé des papiers japonais qui donnent une très belle dimension à la couleur aussi. Ils s'imprègnent très bien. Ils laissent la couleur, ne donne pas l'impression d'avoir été mise en surface, elle la pénètre. Comme l'inspiration de mes travaux est très marquée par l'Asie, il est évident que ce sont des grands amoureux du papier. J'ai parfois utilisé aussi des photocopies de monuments qui se laissaient très bien teinter aussi. J'ai fait des compositions avec des façades de Bruxelles et elles étaient simplement photocopiées, mais j'y avais donné une tonalité bleue qui rendit toutes ces rues un peu de rêve. Elles disparaissaient dans une brume bleue, par exemple. J'ai aussi beaucoup aimé faire des toutes petites tapisseries, d'à peu près 10 ou 12 centimètres carrés. C'est un travail très amusant aussi. J'y mettais des cartes géographiques, des petits bouts d'or. C'est un travail très très satisfaisant aussi, ça. Ici, par exemple, il y a
les bordures déchirées de ces papiers-là sont toujours intéressantes. Je les mets au début et à la fin du travail. Alors ici, ce sont des lamelles découpées dans des carrés d'or, dont je laisse les bords vierges, qui sont sans couleur. Ici, j'ai hérité de mon père des vieux Baedeker d'Italie, dans lesquels les plans et les gravures sont parfaits. On ne fait plus des guides avec des plans pareils. Alors ici, c'est un plan de Florence que j'ai découpé et que j'ai fait alterner. J'ai mis une petite pointe de verre pour faire chanter un peu l'ensemble, pour qu'il y ait une petite dissonance. Et le fil lui-même est légèrement doré. Et je le laisse voyager un peu autour de la tapisserie parce que je trouve que le graphisme que fait parfois les fils est intéressant aussi. Quand j'avais 14 ans, mon père a été nommé directeur de l'Académie belge à Rome, qui est l'équivalent de la Villa Médicis, enfin, le modeste équivalent de la Villa Médicis pour la Belgique. J'étais encore à l'âge du lycée, j'allais au lycée français, mais séjournaient à l'Académie énormément d'artistes. Des chefs d'orchestre, des peintres, des sculpteurs. Si vrai qu'évidemment, c'était très impressionnant, très, très formant, je crois, le fait de côtoyer tous ces artistes en pleine activité. Il y avait des ateliers, des répétitions d'orchestre, des conférences sur l'art. Enfin, c'était un milieu très stimulant, évidemment. J'avais une sœur qui était très douée pour la peinture, qui est d'ailleurs restée à Rome toute sa vie, et en partie en Ombrie aussi, à Rome et en Ombrie. Et j'ai été fort entraînée. J'ai voulu interrompre mes études secondaires pour pouvoir travailler avec elle dans des ateliers d'artistes. Mes parents étaient un peu déçus, mais alors ils m'ont dit, écoute, si tu fais ça, tu dois le faire très sérieusement. Alors quand je suis rentrée à Bruxelles, j'ai été à l'Académie des Beaux-Arts, rue du Midi, 2 ans le jour, 2 ans le soir, parce que j'avais envie de culture générale aussi. Et j'étais très heureuse dans cette académie. Il y avait une très très bonne ambiance. On avait des instruments, des outils de travail extrêmement rudimentaires parce que c'était juste après la guerre. Et alors, après cela, je me suis mariée, j'ai eu beaucoup d'enfants, mais j'ai toujours continué à dessiner, à peindre, à bricoler. Et je suis tombée, j'ai rencontré un tisserand qui existait les tapisseries de peintres flamands et qui habitait mon quartier. Et je me souviens, j'ai été voir son atelier et j'ai vraiment eu un coup de foudre. Je trouvais que ce matériau m'attirait très très fort. Alors il m'a dit, viens chez moi, viens, je t'apprendrai. Tu ne dois pas suivre tu ne dois pas faire toute une formation parce que tu as des tas d'enfants, donc tu ne sais pas te distraire pour suivre les cours de Lacan ou d'une académie à ce niveau-là. Mais si tu veux, je t'apprendrai la technique de base. À un moment donné, en me promenant en ville, dans certains quartiers où il y avait beaucoup de travaux, je me suis vue, j'ai commencé à regarder les palissades qui ferment les lieux avec des friches, au fond, des endroits qui sont abandonnés et où la nature elle-même se met à rejaillir. Et je trouvais très intéressant la façon dont
les bois utilisés formaient une espèce de musique. Et je me suis dit, tiens, au fond, pourquoi est-ce que j'avais du balsa chez moi qui venait parce que mes enfants fabriquaient des avions. Alors je me suis dit, au fond, je pourrais essayer de faire des palissades. Et je cassais les éléments un peu au hasard, selon l'envie, pas d'une façon systématique, mais ça leur donnait une forme intéressante. Et alors, avec une lime en carton, je les adoucissais, je leur donnais une forme. Et ça formait aussi de nouveau cette idée de croisure. C'était pas des fils, c'était des morceaux de bois. Et j'en ai fait comme ça une série. Et un beau jour, je me souviens, j'ai vu cette palissade à plat. Et je me suis dit, tiens, mais au fond, c'est aussi un radeau. Je pourrais en faire un radeau. Et notamment, ce bateau-ci montre assez bien le départ, qui est un peu le même qu'une palissade. Et comme c'était une période très très douloureuse au point de vue humain que nous vivions, il est évident que j'avais vraiment comme une nostalgie de traverser la rivière, d'aller sur l'autre rive. Et ces bateaux m'ont donné une énorme satisfaction. J'avais l'impression que je m'engageais d'abord sur un fleuve et puis que j'arrivais vraiment sur l'autre rive et que ça me permettait de communiquer avec naturel, avec des gens qui étaient partis et que j'adorais. Et j'ai eu un réel besoin de matérialiser cette impression de traversée. J'avais lu évidemment le très beau livre de Hermann Hesse qui parle de la traversée de la rivière, justement. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire des petits abris indépendants, des sortes d'endroits de recueillement. Et j'ai dressé la tente et je l'ai complétée avec d'autres éléments. Et j'y ai ajouté une sorte de mât pour y montrer comme une présence. Parce que, en définitive, dans toutes ces constructions, je ne mets pas de personnage. Le personnage est censé exister je n'aime pas les fixer. Nous avons fait un voyage en Chine juste après la révolution culturelle et nous avons vu d'immenses et admirables pagodes à moitié détruites avec débordant à l'extérieur toutes sortes de manuscrits, de rouleaux, d'inscriptions à l'air libre qui étaient abandonnés. Mais je les ai en même temps trouvées tellement touchantes parce qu'on sentait dans ces pagodes une aspiration vers une élévation des connaissances, vers une sorte de travail minutieux qui datait de milliers d'années. Et j'avais trouvé ces endroits extrêmement émouvants. Alors j'ai eu envie de faire des sortes de petites constructions où l'on accumule les connaissances et qui ont en même temps cette élégance, cette espèce de côté aérien qu'ont les constructions chinoises. Ceci figure une petite pagode où j'accumule les petits rouleaux plus ou moins précieux qui contiennent des connaissances millénaires. Tantôt elles sont teintées d'or, tantôt elles sont blanches.
selon leur dimension, je les accumule un peu. Voilà. En bas, je mets les plus grands rouleaux. Symbolise aussi les fragilités de la connaissance, leur vulnérabilité. Il suffit d'un petit souffle de vent pour que tout s'envole. Un petit tour pour abriter. Voilà. Aujourd'hui, je travaille à une petite sculpture naturelle, en ce sens que quand je me promène au jardin, à la fin de la saison, le géranium pend avec tristesse, il se dessèche à moitié, alors je ramasse les petites branches de géranium, je les fais sécher pendant quelques mois et j'essaie de reconstituer ces amas naturels qu'on rencontre en se promenant sous les pieds et qui forment des sculptures naturelles. Alors je les ai... j'essaie de reconstituer ces petits amas, en fait très beaux, qu'on peut voir sur le sol quand on se promène. J'y ai mis quelques éléments blancs pour structurer un peu. J'ai ajouté quelques éléments de pierre avec des toutes petites, de petits cailloux recueillis sur la plage en Sardaigne. Le tout devrait peut-être, éventuellement, recevoir un spray blanc pour mettre une petite brume blanche. Pas nécessairement que tous les éléments soient peints, mais qu'ils soient comme brumisés, disons. Voilà. C'est toujours une joie de revenir ici, de frôler ce vieux mur qui enferme une belle propriété qui était habitée au début du XXe siècle par mon grand-père qui y séjournait l'été, c'était sa maison de vacances. En hiver, il vivait au centre de Bruxelles où il avait fondé un journal pour le Parti catholique qui s'appelait La Libre Belgique. Au départ, le Patriote et puis plus tard, La Libre Belgique. La grande maison était habitée par mon grand-père et sa nombreuse famille en été. Il avait 12 enfants et à son décès, la maison et la propriété a été reprise par son fils aîné qui était extrêmement accueillant pour tout l'ensemble de la famille. Et nous avons tous
de merveilleux souvenirs d'enfance, très, très, très romantiques autour de ces étangs. Ici, le long de ce joli chemin menant vers l'étang, il y avait des arceaux couverts de roses à pompons, très romantiques et toujours très bien entretenus, fleuris. C'était un vrai plaisir. On descendait alors par ce chemin vers l'étang où était amarrée notre barque auquel nous tenions tant, qui était un peu, qui laissait percer l'eau, qu'on devait souvent écoper, mais qui nous emmenait triomphant vers l'île lointaine. Ici, on s'approche de l'étang, de là partait notre barque d'aventure et nous faisions la traversée qui nous paraissait fort lointaine jusqu'à l'île au Grand Saule. Quand je regarde aujourd'hui, je suppose dans l'île maintenant, c'est un arrière petit enfant du premier Saule, et on pique-niquait, on se couchait sous l'arbre et on regardait vers le ciel. On avait l'impression d'être très très loin. Il y avait des fougères aussi. C'était un endroit très... Il y a des photos d'ailleurs, il y a des photos de ma mère sous cet arbre. Des photos de l'époque très romantique. Peut-être tous ces souvenirs sont-ils à l'origine de l'amour que j'ai des arbres et des sculptures que je fais maintenant. J'ai toujours eu une grande affection pour les arbres. J'ai la chance de vivre dans une maison cernée par vraiment entourée par les arbres. L'arbre que j'ai ici sous les yeux a été imaginé comme un arbre à poème. Le mieux dans le cas de celui-ci, ce me semble-t-il, de lui donner son sens en lisant quelques poèmes. La respiration des algues, le murmure des oliviers, le partage d'un visage. Ce sont un peu des haïkus. L'éveil en sa semence donne à voir le regard du sans-nom. La rumeur des arbres, le manteau des sources, il est un rire sans partage qui chuchote sous les pierres. Le bruissement de la clairière, espace où s'énonce le retour. J'ai eu envie de faire une sorte d'arcade sous laquelle je pendais des choses qui me parlaient, des petits résidus de branches, des formes, des objets à qui je donnais la parole et qui auraient été sous la neige. Ce sont un peu des objets qu'on voudrait porter sur soi. Ce sont des objets talismans. Et j'avais intitulé d'ailleurs cet ensemble, que je n'ai encore jamais exposé, parce que c'est très compliqué à transporter, j'appelais ça « talisman sous la neige » en fait. C'est un tout autre esprit. Ce petit banc
au bord de la terrasse, nous a été souvent, pour mon mari et moi, un petit lieu de méditation. On voit défiler les marées, on voit les mares qui se forment sur la plage, de façon toujours différente et toujours les mêmes, d'une certaine façon. C'est un lieu un peu comme quand on regarde un feu de bois. C'est un lieu où tout est tout recommence infiniment et dont on ne se lasse jamais. Les lumières changent, les couleurs, les nuages, le vol des mouettes. Il en ressort une sorte de paix et de grande sagesse. Face à la mer, j'ai eu la chance d'avoir un petit atelier où j'ai pu travailler régulièrement dans cet endroit qui est très inspirant. J'ai exposé ici une œuvre pour laquelle j'ai assez bien d'affection, parce qu'elle a été au départ de toute une série d'autres œuvres. Elle est inspirée par la mélopée et le murmure des moines dans les monastères qui répètent inlassablement des prières ou des textes. Il nous est enjoint de voir tout ce qui existe comme enveloppé par Dieu. Je me prosterne encore et toujours devant Dieu, qui est le feu, dans l'eau comme dans les grands arbres. C'est une phrase des Upanishads qui résume tout un mode de vie, une façon d'être. Dans cette œuvre, j'ai donc répété à l'infini cette phrase et j'ai fait varier légèrement les couleurs. J'ai ajouté, en référence un peu aux robes des moines, certains tissus, certaines bandes de tissus ocre. Dans cette œuvre, j'ai utilisé une grande variété de matières. J'ai tissé avec de la soie naturelle, du coton, beaucoup de lin. J'ai laissé parfois pendre les fils au milieu de la pièce et sur les bords, parce que ça lui donne un petit air plus naturel.